Pour situer l'organisation du séminaire, on est donc dans le cadre de la procédure de PLUI. On a débattu d'un PADD en fin d'année qui se basait sur trois grands enjeux et trois gros piliers du PLUI du Pays d'Aix, qui sont la proximité, l'environnement et l'attractivité. Et la période de Covid a induit certains questionnements, notamment du président de territoire, qui voudrait s'assurer en fait que dans le cadre du PLUI, on est en capacité de prendre en compte des moments de crise tels que celui qu'on a vécu et voir comment le territoire du Pays d'Aix peut s'adapter à ce type de phénomène qu'on ne maîtrise pas trop. Sachant qu'on avait bien dans les trois piliers la question proximité environnement qui étaient les piliers essentiels, l'attractivité économique étant elle aussi en difficulté dans ces périodes Covid et post-Covid. Donc on avait souhaité ce moment d'échange appuyé par les deux intervenants qui devrait nous conduire à réfléchir et à voir comment dans le cadre de la réglementation qu'on va mettre en œuvre pour appliquer notre PADD, on peut travailler sur des outils qui favorisent la prise en compte d'événements un peu extraordinaires. Juste aussi en préambule de rappeler que donc on a trois temps effectivement aussi dans notre présentation qui correspondent aux trois piliers que tu as évoqués, Hélène, hein, proximité, environnement, attractivité, même si on ne l'a pas forcément formulé comme ça. Avec un premier temps qui va être plutôt nous, l'OPA, les grands éléments de cadrage, les grandes tendances, les grandes données, les chiffres clés qui montrent que il y a des évolutions, ou en tout cas des accélérations de tendances qu'on ne peut pas ignorer à l'heure du PLUI, d'une part. Et après, on laisse la parole aux intervenants qui auront à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour dérouler leurs propos. Et après, c'est un temps aussi d'échange avec vous, vous les élus. Donc, si vous voulez prendre la parole, levez la main. On a un petit icône là en bas pour lever la main. Vous pouvez réagir en direct en posant vos questions via le chat. N'hésitez pas, quoi. Donc, première table ronde sur les nouveaux modèles d'études et la prise en compte des attentes de la population. Donc, on va beaucoup réfléchir sur cette notion de proximité. Donc, qu'est-ce qu'on observe depuis le début de cette crise, même si on n'est pas en post-confinement, on est en plein confinement là, mais bon, il y a des tendances en tout cas émergentes ou anciennes qui se sont accélérées. Le phénomène migratoire bien connu d'exode urbain qui continue et qui s'accélère. Hein, selon l'INSEE, chaque année, il y a à peu près 100 000 citadins qui rejoindraient les campagnes ou les zones périurbaines. Donc ça, c'est indépendant du Covid, c'est un phénomène qui existe, qui est ancien, qui est bien ancré et qui continue, mais qui semble s'accélérer d'une part avec la crise sanitaire, mais surtout avec un autre phénomène qui est corrélatif de la crise sanitaire aussi, ou en tout cas qui s'est accéléré, c'est la question du télétravail, qui a véritablement explosé ces derniers temps. On était à peu près à un tiers d'actifs, donc 1 sur 3 pendant le confinement en télétravail. C'est retombé à 15% depuis le déconfinement, même si on reprend le confinement aujourd'hui. Donc ça a baissé, la France semblerait un peu en retard par rapport à ses homologues européens, mais en tout cas, c'est une tendance de fond. On a tous en tête le chiffre du million de Parisiens franciliens qui auraient quitté la région parisienne pendant le premier confinement. 1 million de Parisiens, enfin d'habitants de la région d'Île-de-France et un quart des habitants de Paris. Donc, ce qui est quand même un phénomène structurel et qui va poser des questions très fortes, mais ça, on nous en parlera en termes d'aménagement du territoire. Voilà. Donc, la question maintenant est de savoir si est-ce que ce phénomène va continuer ou pas. Pour beaucoup de chercheurs, oui, ce n'est pas une certitude, mais il y a des chances que ça continue. La question maintenant de savoir, c'est où va se porter la croissance. Alors, certes, il y a une tendance pour les zones rurales éloignées, mais qui est quand même, en termes de volume de migration, assez marginale. Par contre, il y a de fortes chances que cette croissance se porte sur les couronnes métropolitaines, donc ces zones qui sont à proximité des grandes villes, à proximité d'Aix, à proximité de Marseille, et particulièrement sur les villes moyennes qui pourraient sensiblement tirer leur épingle du jeu de ces aspects-là. Pour rappeler quand même des chiffres récents là, de l'INSEE, qui ont fait une analyse par typologie de communes selon leur niveau de densité, depuis 10 ans, les communes considérées par l'INSEE comme peu denses représentent 41% de la croissance démographique, alors qu'elles représentent moins d'un tiers de la population. Donc, il y a une vraie appétence pour ces questions-là. Et dernier point qui ressort de beaucoup d'enquêtes d'opinion
Bruno Marsloff, et vous verrez tout à l'heure le fondateur du bureau d'études Chronos, qui a fait beaucoup d'études nationales et corroborées par d'autres enquêtes, à la l'IFOP, montre qu'aujourd'hui, le mode de vie à la campagne, entre guillemets, est considéré comme le mode de vie idéal par une très grande majorité des Français. C'est pas nouveau, mais ça s'accélère, et une forme aussi de rejet de la ville dense. C'est peut-être conjoncturel lié à la crise. En tout cas, ce qui se dessine, c'est un lieu de vie idéal et ça va être l'objet aussi de notre présentation par la suite, qui serait un équilibre entre une densité acceptable. Alors, acceptable, c'est ça, il va falloir voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire une densité qui permette aussi des espaces de respiration et surtout qui permette une proximité, un bon niveau de service et un bon niveau d'équipement. Tout en limitant la consommation d'espace, ce qui rend l'équation très complexe. Voilà. Donc, les vecteurs d'attractivité qui étaient pendant très longtemps la proximité avec l'emploi, les métropoles, les zones d'emploi, l'accessibilité des zones d'emploi, et sont en train d'évoluer. 4 vecteurs maintenant importants d'attractivité pour les actifs et les familles. C'est la connexion au transport, et notamment aux grands réseaux de transport type TGV et aéroport. Donc ça, c'est à une échelle nationale. Le vert, on va le voir bien tout au long des présentations, c'est la proximité avec la nature. Les espaces de télétravail, qu'ils soient en ville ou chez soi, on voit que c'est un vecteur aussi important d'attractivité maintenant. Et la conséquence de tout ça, ou en tout cas le prérequis, c'est la bonne connexion Internet. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, par rapport à ce que vous disiez, Ludovic, c'est vrai qu'on voit vraiment aujourd'hui, on a un peu le moteur, c'est cette aspiration à la nature, vraiment un accès aux grands espaces, l'attrait de la maison individuelle, c'est quand même des moteurs qui ont déjà fait le développement du PIDEX. Et on voit que demain, ça reste des moteurs, c'est des moteurs qui sont confortés. Et puis le PIDEX a aussi d'autres atouts, un peu pour contrer ce phénomène d'exode urbain, entre guillemets. Le PIDEX a des équipements et des services de grande qualité, un bon réseau Internet, une bonne accessibilité, parce que les gens, alors, certes, ils seront attachés au modèle de vie de la campagne, qu'ils trouvent intéressant, et par contre, ils sont aussi attachés aux services et à ce que peuvent offrir les grandes métropoles. Par contre, il y a aujourd'hui des dysfonctionnements sur le territoire du PIDEX qui peuvent un peu précipiter, par contre, le phénomène d'exode urbain en faveur plutôt d'espaces périphériques en dehors du PIDEX, au nord ou à l'ouest. On a la question de la saturation routière et de l'accès au pôle d'emploi. On voit bien sur le PIDEX que c'est un vrai problème, le temps passé dans les transports pour aller travailler, et le télétravail qui s'est vraiment démocratisé avec le confinement apporte une vraie réponse à ça. Mais par contre, la contrepartie, c'est de se dire, mais voilà, si les gens télétravaillent, ils n'ont plus besoin de vivre à proximité de leur lieu d'emploi. Donc, est-ce qu'ils ne seraient pas aussi tentés à aller vivre plus loin, à un endroit où le prix du foncier et le prix du logement est beaucoup plus abordable qu'ici, où on sait qu'il est quand même très cher. Donc, il y a le PLUI qui a un rôle aussi à jouer quand même dans le maintien de l'attractivité du territoire du PIDEX et qui peut apporter un petit peu des réponses face à la saturation routière et au coût élevé du logement, notamment. Autre dimension fortement révélée par la crise actuelle, c'est que les Français sont de plus en plus en quête de qualité de vie et de ville. C'est-à-dire que, effectivement, tout le monde l'a constaté, la période de confinement a accentué le désir d'espace dans le logement, à l'intérieur du logement, mais aussi l'extérieur, et ainsi qu'un cadre de vie plus agréable. Bon, on va passer toutes les questions autour de la proximité avec les équipements, les commerces, les espaces publics. Enfin, tout ça rentre dans cette notion de qualité de ville. On va plutôt focaliser sur la question du logement. En France, aujourd'hui, la moitié des appartements sont des logements. Pour autant, 70% des agents immobiliers interrogés récemment ont enregistré une hausse de recherche de biens avec extérieur. Alors, ça ne veut pas dire forcément de maison individuelle, même si souvent c'est le cas. En tout cas, de biens avec un extérieur, un prolongement du lieu de vie sur l'extérieur. Autre tendance de fond, à même, et vous le verrez plus tard avec les chiffres qu'on va citer, à même aussi de faire évoluer les marchés immobiliers, peut-être un peu moins en PIDEX, mais peut-être plus dans les territoires un peu plus ruraux, c'est la forte progression des résidences secondaires. De nombreux cadres aujourd'hui, plutôt que de partir à l'étranger, c'est très compliqué en ce moment, mais il y a une tendance quand même qui plutôt privilégie l'achat de résidences secondaires, et on voit un boom de l'achat des résidences secondaires dans de nombreux territoires, et c'est un phénomène aussi qui peut être à la fois revitalisant pour certains territoires, mais aussi déstabilisant pour certains marchés immobiliers.
Alors, autre caractéristique aussi, alors une crise qui serait aussi, point d'interrogation, celle d'une forme de promotion immobilière. Hein. 60 mètres carrés, c'est la taille moyenne d'un appartement neuf en France aujourd'hui. C'est une pièce de moins, quasiment 10 mètres carrés de moins par rapport aux années 70. On a aujourd'hui 65% des couples avec enfants, des foyers avec enfants, qui auraient un minima besoin d'une pièce supplémentaire et 46% des foyers sans enfants. Donc, c'est une vraie question. La qualité passe d'abord par la surface, on va dire, intérieure, mais pas que. Bon, parallèlement à cela, il y a les besoins en logement sont en pleine évolution. Donc, ça, on pourra en parler beaucoup plus longuement. Ce n'est pas le sujet forcément de ce séminaire. Mais enfin, le logement intergénérationnel, le logement évolutif, le logement modulable, le logement participatif, le co-living, les espaces partagés. Tous ces modes de logement un peu nouveaux sont en train de véritablement monter en puissance. On a un exemple avec Marseille, Babel Community, qui est un espace en fait, où les jeunes actifs viennent, passent 6 mois, 1 an pour venir travailler, ont des appartements assez petits, mais privilégiés et ont accès à tout un tas de services dans la résidence, comme la salle de sport, le cinéma, les espaces de coworking, etc., qui leur amènent en fait des services qu'ils n'ont pas chez eux, quoi, en fait. Et ces modèles-là, qui mélangent à la fois intimité et commun, sont de plus en plus demandés. Dans le logement post-confinement qu'on peut imaginer, c'est idéal, hein, ça serait un équilibre entre des espaces intérieurs plus spacieux, des espaces partagés, des extérieurs, éventuellement une pièce connectée pour le télétravail dans le logement ou dans la résidence, et une plus grande flexibilité du logement. Bon, ce n'est pas nouveau ces questions-là. Hein. C'est comment articuler densité acceptable, nature et intimité. Donc un besoin fort de nature, le respect de l'intimité, tout en maîtrisant la densité. Donc c'est ce triptyque-là qu'il va falloir essayer de réinventer aussi à travers des PLUI, en trouvant un équilibre entre ces trois aspects. Il y a 2 modèles un peu dont on parle en ce moment, mais bon, c'est pas forcément cela qu'il faut faire partout. Hein. C'est le modèle de la maison de ville en bande, hein, qui respecte ces trois dimensions et qu'on a peu utilisé jusqu'à aujourd'hui, en tout cas chez nous. Un autre modèle qui s'inspire de la maison en bande, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, qui s'appelle le béguinage. Alors, c'est une forme d'habitat médiéval, hein, qui consiste en fait à avoir des maisons accolées, hein, les unes aux autres, vous voyez. Par contre, ce qui fait la différence, c'est qu'on a un cœur d'îlot qui est totalement accessible, vert et qui offre des services. Et on retrouve ce mélange entre densité, intimité et partage. Donc, il y a, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des formes urbaines nouvelles à imaginer aussi. C'est vrai que depuis la loi SRU, on parle vraiment du logement en termes de densité. C'est quand même le mot qui ressort tout le temps. Et on a un petit peu oublié la notion de qualité qui est quand même essentielle. Et les deux, et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que densité et qualité ne sont pas incompatibles. Et il faut vraiment arriver à trouver le bon confort entre les deux. C'est vrai que depuis quelques décennies, Ludovic vous en a parlé, on a vraiment des logements qui sont améliorés sur le plan du confort thermique ou du confort acoustique, mais qui ont vraiment perdu en qualité sur le volet confort d'usage et mode de vie dans le logement, en termes de surface, mais aussi en termes de luminosité, d'exposition, de modularité de l'espace. On a vraiment perdu en qualité sur les logements. Et là-dessus, le confinement a été vraiment un vrai révélateur de ce dysfonctionnement-là. Donc le PLUI, il pourra inciter, trouver des formes urbaines plus acceptables qui allient confort d'usage et densité, parce qu'il y a aussi des notions quand même. Enfin, la densité, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut en faire, hein. C'est aussi parce qu'il y a des réels besoins. Mais donc le PLUI ne pourra pas apporter quand même à lui seul une réponse complète concernant la qualité du logement, notamment sur ce qui se passe à l'intérieur. Mais on peut avoir certaines règles qu'on peut mettre dans le PLUI qui vont être favorables pour la construction de logements agréables, plus agréables à vivre, plus confortables. Ces règles peuvent être aussi complétées dans le PLUI par des orientations d'aménagement. Et puis on peut aussi imaginer avoir des documents qui sortent au moment du PLUI en dehors, type des chartes à destination des promoteurs ou des aménageurs, qui sont un peu des guides de bonnes pratiques pour la construction de logements. La question, c'était un million de Franciliens qui quittent la région parisienne dans la crise sanitaire. Et cette catégorie de population qui peut quitter Paris, vraisemblablement parce qu'ils ont des résidences secondaires. Parce que le projet ne se pose pas pour toutes les catégories sociales.
Tout à fait, non, mais vous avez entièrement raison. La sociologie parisienne, on la connaît, hein, c'est beaucoup de cadres supérieurs, donc effectivement, c'est beaucoup aussi de gens qui ont des résidences secondaires un peu partout en France, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi quand même beaucoup d'étudiants qui sont partis, bon, c'est un autre phénomène, c'est des gens qui effectivement pouvaient partir de Paris pour rejoindre leur terre natale, si j'ai envie de dire, mais bon, en tout cas, ça dénote un phénomène qui peut peut-être être amené à perdurer, alors des proportions certes moins importantes, mais dans les prochaines années. Il y a déjà des chiffres qui montrent, ou qui tendraient à montrer que le marché immobilier parisien, à minima, se stabiliserait, voire perdrait un tout petit peu de sa valeur. Bon, c'est un tout début, hein, mais en tout cas, les premiers chiffres, c'est des agents immobiliers, c'est seloger.com qui ont sorti ces chiffres récemment. J'aurai l'occasion de compléter ces propos tout à l'heure. Et je vous signale que ce n'est pas un phénomène qui est purement franco-français. Il y a 1 million de New-Yorkais, enfin un peu moins d'1 million de New-Yorkais qui a quitté également la ville de New York. Et je parlerai tout à l'heure des Zoom City, c'est-à-dire ces villes où se retranche une partie de ces télétravailleurs. Désolé du retard d'abord, j'étais en réunion avec Action Logement sur des questions d'attribution, sur des questions de peuplement, comme dirait mon éminent collègue d'Aix-en-Provence. On n'aime pas trop cette expression, mais il faut bien en parler. Donc, c'est la suite de notre réunion de la commission d'urbanisme. Sur le PLUI d'Aix, on voit bien qu'on est confronté à toutes les problématiques qui ont été posées pendant le Covid. Donc, c'est plus vos réponses qui nous intéressent. Et les questions qui se posent, c'est effectivement la question de la densité. On nous dit depuis des années, il faut densifier, il faut densifier. Moi, je suis maire d'une petite commune de 5000 habitants. Et puis, quand il y a le confinement et quand il y a les difficultés, au fond, où on peut plus se déplacer, on se rend bien compte que les gens qui vivent en milieu urbain c'est extrêmement difficile. Nous, le confinement, évidemment, était plus facile dans un village, puisque par nature, la densité est plus faible et la nature est plus proche. Et je vois bien qu'on avait effectivement les gens d'Aix, les gens des milieux urbains plus concentrés. Donc, on a une réflexion à mener. Dans l'écriture qu'on aura à faire des règles et des zonages sur la question du PLUI, il faut qu'on intègre et qu'on réfléchisse à ces mouvements, comment ils se font, et ils posent au fond la question. Moi, je le dis, on nous demande zéro consommation d'espace, que je peux comprendre par ailleurs pour la protection des espaces agricoles, des espaces naturels et des ressources. Mais en même temps, si on densifie trop, les gens ils vivent la ville avec difficulté. Donc, c'est comment on trouve au fond et comment on écrit après des règles qui permettent cet équilibre-là. Voilà, c'était plutôt une question d'ailleurs qu'une remarque. Après, je peux revenir sur le PLUI si ça intéresse tout le monde et sur les dates et sur les contraintes et sur les non-consommations d'espace. Mais comme je fais ça à chaque fois maintenant en commission, je pense que vous avez tous mal à la tête à force de m'entendre. Donc, je préfère qu'on vous écoute vous et qu'on essaie de trouver des réponses sur nos enjeux d'organisation spatiale de notre joli territoire. Est-ce que justement, on n'est pas dans la contradiction là, parce que si les êtres humains ont besoin de plus en plus de qualité de vie et d'espace, avec cette demande dans le PLUI de réduire la densité et les constructions, les zones à urbaniser, on est un peu dans la contradiction. Donc, je comprends bien qu'il y a le modèle de ce que vous venez de présenter, là, de triptyque gagnant, mais on va bien être obligé tout de même d'urbaniser certains secteurs, justement, pour dédensifier. On est un peu dans la contradiction du système. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre un petit peu, ça ressemble un peu à un oxymore, il ne faut pas trop densifier, on ne peut pas trop urbaniser. C'est quoi les règles magiques, quoi? Ouais, c'est pas évident, vaste programme. Non, c'est toute la complexité des choses, hein. C'est comment on construit en préservant à la fois des cœurs d'île ouverts, en rendant aussi accessible la nature en ville aux habitants des cœurs de ville, mais aussi de villages. Comment on réinvestit, on le verra plus tard aussi, le parc vacant. Enfin, il y a tout un sujet quand même. Il y a aujourd'hui beaucoup de logements qui sont non utilisés. Oui, c'est complexe. S'il y avait une solution magique, ça se saurait, mais malheureusement, on va y arriver, mais c'est compliqué. La parole à M. Marvlov, donc. Donc, oui. OK.
J'entends bien ces questions de proximité, de densité, j'aurai l'occasion de les évoquer. On évoquera également beaucoup d'autres questions, et notamment celle des mobilités, parce qu'elles sont clés dans l'aménagement du territoire. Peut-être 2 mots pour dire d'où je parle, me présenter. Moi, je suis sociologue. J'ai créé, il y a une trentaine d'années, un cabinet de sociologie et de prospective que j'ai laissé désormais à d'autres, même si je continue de m'associer à certains de leurs travaux. Et je viens de prendre la présidence de la Fabrique des Mobilités. Ludovic, tu peux peut-être faire passer la slide qui la présente. Voilà. Donc, la Fabrique de la Mobilité est une instance qui a été créée par l'ADEME et qui rassemble des experts, des territoires, des entreprises, des startups, et on accompagne les transformations dans le champ des mobilités en particulier, mais bien évidemment, qui dit mobilité dit territoire, dit ville, et c'est aussi là-dessus que je vais être amené à intervenir. Donc, comme sociologue, mon point de vue est celui d'abord des usagers, et c'est ce que je vais raconter d'abord. La mobilité est devenue un problème crucial de nombreuses métropoles, quasiment de toutes les métropoles, mais c'est aussi la clé de leur devenir, puisque la maîtrise de la mobilité, ça ouvre sur l'urbanisme. Donc, les organisations du travail et du commerce, et on est là dans un contexte qui est assez étonnant parce qu'il est assez troublé et surtout il est très excessif. Alors, petit rappel, le parc automobile mondial a doublé en 20 ans. Depuis ma naissance, la population française a cru de 50%. Les distances parcourues dans la même période ont été multipliées par 10. C'est-à-dire qu'on est dans un facteur qui va de 1 à 20 entre la croissance démographique et la croissance des mobilités. Et ça, c'est un réel problème. On est quelque part dans quelque chose qu'on va appeler l'urbanisme de la congestion, et c'est aussi une manière d'éclairer la question de la densité. S'agissant de la question des transports, il ne faut pas qu'on rejette les apports que peuvent avoir les technologies, mais toutes les expériences prouvent que les progrès acquis de cette manière, à travers les technologies, libèrent un espace qui est aussitôt repris par des surcroîts de trafic. Donc, ce qu'il est important, c'est d'essayer de chercher ailleurs les déterminants de ces excès qui gênent l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Ma conviction, c'est que le point névralgique pour réduire les volumes de mobilité, c'est le travail. J'ai défendu en 2009 cette vision en proposant d'ailleurs le terme de démobilité qui commence aujourd'hui à s'installer et qui est aujourd'hui défendu par la Fabrique des Mobilités. J'ai poursuivi donc en 2013 par l'ouvrage Sans bureau fixe dont on a vu l'image tout à l'heure. Et j'ai réussi à convaincre la filière de l'intérêt d'investiguer la notion de ville et travail. Et j'ai ouvert un dialogue avec Ariela Masbungi, qui est Grand Prix de l'urbanisme 2018, à ce sujet. On peut avancer les slides, s'il vous plaît? Et on a formulé un manifeste des mobilités au sein de la Fabrique. Donc voilà, j'ai planté le décor. Et pour mieux dessiner ce monde d'après du pays d'Aix, il va falloir répondre à 2 questions. Comment échapper à la course aux excès? Et la densité en fait partie, mais les congestions en fait partie aussi, qui nous enferment dans un progrès que conteste une part croissante de l'opinion, et en tout cas une majorité, comme on le voit ici. Je vais revenir sur cette étude. Et puis, comment s'extraire de ce hiatus qui existe entre l'opinion des usagers et leur représentation de la ville? Ludovic en a eu 2 mots, je vais en dire aussi 2 mots. Et donc, ce hiatus entre les usages, les représentations, et puis l'inertie d'une partie du cadre politique sur ces évolutions. Donc, et on l'a dit, c'est beaucoup à l'écoute des enseignements de ce qui est en train de se passer autour de la crise sanitaire qu'on risque de trouver des réponses.
Le confinement est en effet un tremplin pour qui veut écouter ce qui est en train de se passer. Il a révélé les aspirations des usagers, ou plutôt il les a exacerbées parce qu'elles existaient avant la crise sanitaire. On les a vues, les plus spectaculaires, c'est le triomphe du vélo, de la marche, du télétravail, les envies de campagne, la demande de proximité, le rejet de la ville trop dense, les demandes de santé qui ont cru de façon exponentielle, mais aussi la demande de nature, et puis celle d'une vie plus frugale. On va revenir sur les composantes écologiques. Donc tout avait été entendu avant la crise sanitaire, mais là, c'est devenu extrêmement tangible, palpable. Les opportunités sont là. J'en vois 4. Donc la première, une partie de la réponse, me semble-t-il, se loge dans cette récente étude du MEDEF, elle date d'il y a quelques semaines, qui nous dit que 67% des Français adhèrent à l'idée de décroissance. Bon, moi-même, ça m'a surpris, c'est extrêmement important. C'est bien que le MEDEF l'ait dit, même si le MEDEF déplore ses doutes et les attribue, je cite, à l'ignorance, la désinformation, qui elle-même entretient des peurs les plus irrationnelles, fondées sur des inepties les plus criantes. Donc là, il y a un problème entre la lecture qu'en font les institutions et la réalité des usages. Le deuxième point, c'est l'écologie. On va voir la slide suivante. C'est une seconde partie de la réponse. Pour Harris Interactive, 72% des Français disent avoir accru leur intérêt pour les enjeux écologiques et on voit que la pente se situe dans une croissance, donc dans les derniers mois qui viennent de se passer. À raison, car une étude européenne qui vient de paraître et que je vous encourage à regarder, elle vous concerne aussi, chiffre à 1 000 € par an en moyenne les coûts de la pollution. J'ai eu la curiosité de regarder l'Aglodex, on n'en est pas loin, on est à 939 € par habitant et par an, le coût de les incidences de la pollution. Là encore, la sensibilité des usagers est plus prononcée que celle des élus. Troisième point, troisième partie de la réponse, elle réside dans la géographie de la résidence et du travail. La métropole, elle est désormais contestée. Un mouvement de fond nous a échappé tant on était polarisé sur les métropoles, mais il est en train de se passer quelque chose. En 68, les populations s'accroissaient d'autant plus vite qu'on s'élevait dans les niveaux supérieurs de la hiérarchie urbaine. Depuis 2009, la corrélation est inversée. C'est-à-dire qu'on assiste à une migration vers le monde rural, dont je donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Donc, les représentations qu'on entend du côté des usagers vont dans le sens de la ville à la campagne. Quatrième et dernier point à ce stade-là, il faut se mettre à l'écoute des modes de vie et des représentations de la société idéale. La ville-nature, elle est plébiscitée. Le rejet de la ville des excès et la smart city, le bruit, le stress, le temps perdu, la pollution. Les usagers attendent une proximité de la nature couplée à l'intensité urbaine, sans la densité et ses séquelles. Donc, quelque part, on pourrait dire qu'ils veulent la ville sans la ville. Il s'agit d'accéder aux ressources de la ville sans être accablé par les reproches qui sont faits à la ville. Y répondre, c'est interroger nos certitudes pour inventer d'autres réponses. Alors, de la crise sanitaire, je retiens un point polémique, celui du télétravail. Donc, Ludovic nous l'a dit, 30% des actifs assignés à télétravailler en confinement, alors jusqu'à plus de 40% en Île-de-France, ont démontré, à la surprise des entreprises, leur aptitude et surtout leur appétence au télétravail. 70% ont dit leur satisfaction, leur envie de continuer, pas forcément à domicile, ni dans les horaires normalisés, ni tous les jours, ni sous le contrôle serré de la hiérarchie. Il reste quelque chose à inventer. Le télétravail à domicile a évidemment ses limites. Des tas de tribunes
et d'enquêtes l'ont prouvé. Donc, il y a quelque chose là qui est à inventer et qui va se passer dans quelque chose que je vois comme un archipel entre le lieu du travail et le siège, avec des choses qui existent déjà, des espaces de coworking, mais on voit aussi que très naturellement, les travailleurs vont être amenés à travailler dans les transports, dans les espaces de transport, dans des cafés, enfin partout où il y a une connexion Wi-Fi, où on a un téléphone et un ordi, on est dans l'archipel du travail. Donc là, c'est une opportunité qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir stabiliser et pour lequel il va falloir convaincre aussi les entreprises, puisqu'il semble, au résultat des enquêtes qui ont été faites, que la plus grande partie des travailleurs n'a pas à être convaincue. Les études ont souligné par ailleurs combien l'économie des temps perdus était présente dans les esprits. Plus le travailleur habite loin de son bureau, plus il demande à travailler à distance. Mais l'inverse est également vrai, qui amène les travailleurs à s'installer plus loin dès lors qu'il peut télétravailler. Donc là, on est dans un cercle vertueux ou pervers selon le point de vue qu'on peut avoir, mais en tout cas qui marque un éloignement progressif d'une partie des actifs de leur lieu de travail et de la métropole. Et ça vient confirmer cette notion d'exode urbain que certains soulignent. Donc, ce que je retiens surtout, c'est l'impressionnante capacité des usagers à se transformer du jour au lendemain. J'ai dit la surprise des entreprises au 15 mars. En quelques jours, il y a eu une conversion de 25% de la population au télétravail et la plus grande part n'avait jamais télétravaillé. Preuve qu'il y a là une capacité d'adaptation qui est extrêmement considérable. Autre chiffre surprenant que je vous livre, c'est la Caisse d'assurance maladie qui nous le donne. Nous étions à 1% de téléconsultation médicale au 1er mars. Au 30 mars, on était à 10% et à mi-avril, on était à 20%. Là encore, une capacité d'adaptation des usagers qui est quelque part leur seconde nature. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce qu'il faut se reposer sur cette capacité extrêmement rapide des usagers à réagir, et notamment dans les questions du numérique. Donc, ça nous amène à formuler 3 principes de cette transformation: la proximité, la subsidiarité et les reliances. On peut passer les slides. Donc ça, c'était l'exode urbain tel qu'il est cité par la fabrique de la cité. Et la question des proximités, là, un petit peu en clin d'œil, j'ai pris cette application qui permet de définir le kilomètre que l'on peut parcourir autour de son domicile et qui montre bien que là existe bien évidemment toute une série de ressources. Donc cette question de proximité, elle est cruciale, elle est centrale, ça vaut pour la ville, mais bien évidemment, plus encore quand on s'éloigne de la ville où on sait que les ressources vont souvent manquer. Donc la proximité, comment peut-on l'organiser de sorte à réduire les déplacements et à éviter de perdre du temps? Donc c'est aussi encourager la vie locale, c'est intensifier les voisinages et ça renvoie aussi à d'autres notions comme l'économie circulaire ou l'agriculture de proximité. Le second principe, c'est celui de la subsidiarité qui est son corollaire. Le principe de subsidiarité, c'est quoi? C'est ramener au plus proche de l'habitant des produits, des services, des ressources diverses qui ont, au fil des décennies, quitté un certain nombre de bourgs, de petits villages, voire de villes moyennes. Comment est-ce qu'on réorganise cette accessibilité? Et là, il existe différentes manières. On va voir un petit peu quelles sont. Mais la subsidiarité, c'est aussi une série de décisions qui doivent pouvoir être prises en local, donc là, une forme de délégation. Et enfin, le troisième principe, et c'est celui qui est illustré ici, c'est celui de la reliance.
Alors, qu'est-ce que c'est que la reliance? C'est quelles sont les organisations en réseau qui parfois pourront être mobiles, et là, il y a des initiatives qui sont en train de se placer. Donc là, relier, c'est la condition nécessaire des deux principes précédents, en ménageant la possibilité d'activer des accessibilités disponibles seulement à d'autres échelles. Donc cette disponibilité que l'on n'a pas juste à côté de chez soi, comment peut-on y accéder de manière la plus économique à tous égards possible? Et cette reliance, c'est aussi la capacité qui doit être offerte de relier donc l'ensemble des parties qui composent le territoire et même relier bien évidemment avec les territoires mitoyens. Donc la reliance, elle ne s'arrête pas au système de transport, elle couvre tout ce qui relève des communications, des informations, mais aussi des données numériques, mais aussi des liens sociaux et administratifs. Donc la question qui doit être posée, c'est dans le cadre aussi de ce PLU, c'est comment relier le travailleur à ses bases professionnelles au mieux, comment garantir une relance sociale, mais aussi comment relier le chaland, le citoyen, l'usager dans un dispositif où il peut jouer des nouvelles accessibilités dans une économie de moyens et de déplacement. Comment permettre des accessibilités universelles souvent empêchées par la désertification progressive des services publics. Comment penser les services de proximité, les services de mobilité, de sorte à éviter des déplacements subis et pénibles. Alors, pour vous imprégner de ce sujet et pour rentrer sur le terrain et pour illustrer ces différents propos, je voudrais développer une des rares illustrations existantes en France et pour lequel j'ai réalisé une étude et que nous accompagnons. Elle a été lancée, tu peux passer la slide suivante, voilà. Elle a été lancée il y a 1 an, elle est ambitieuse et elle pourrait servir de base pragmatique au débat qui va suivre. Ce territoire est situé à l'ouest de Paris. Les grandes villes, ce sont les Mureaux et Mantes-la-Jolie. Elle héberge la plus grande intercommunalité de France. Elle est dotée, c'est intéressant, précisément du même nombre d'habitants que le Pays d'Aix, 400 000 habitants, mais sur un territoire qui est aux 2/3 plus petit. Donc avec une plus forte concentration, mais une assez forte composante rurale, petits villages, etc. En fait, très peu de ces habitants se sentent parisiens et même banlieusards. Ils appartiennent véritablement à un autre pays. Donc, ce pays connaît des congestions terribles et récurrentes au quotidien, dans un profond déséquilibre résidence-emploi. Il faut savoir que là-dessus, un actif sur 2 et 80% des cadres quittent ce territoire tous les jours pour aller travailler à Paris, pour aller travailler à Plaine Commune, pour aller travailler à La Défense, mais aussi pour travailler dans d'autres territoires que Paris. Donc ça amène bien évidemment à des déplacements extrêmement conséquents et la région, l'État a lancé, vous le savez, ce grand programme du Grand Paris Express. Et un des grands tuyaux de ce Grand Paris Express, c'est EOL, qui d'ici 2 ou 3 ans va atterrir dans ce territoire. Et ce qui semblait être une bénédiction, en fait, a été analysé comme une très grosse difficulté par les autorités de ce territoire. Pourquoi ? Parce que ça va amener nécessairement un certain nombre de personnes à migrer dans ces territoires, puisque selon le raisonnement qui a été énoncé tout à l'heure par Ludovic, il est bien évident que la pression foncière, le coût de l'immobilier, le coût des loyers chassent les habitants des zones les plus chères vers des zones moins chères et des zones qui plus est détiennent d'autres atouts comme la nature. Donc, ils ont été contraints de revoir leur copie territoriale, d'où ce plan très audacieux qu'ils sont en train de mettre en place.
Alors, le principe de base est celui d'un évitement maximum de l'usage de l'automobile soliste. Il faut savoir d'ailleurs qu'une part très très faible de la population peut véritablement utiliser une voiture compte tenu des congestions. Il faut savoir que la Seine traverse ce territoire et que ça veut dire des franchissements qui sont autant de points de congestion. Donc l'exercice est extrêmement difficile. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est une ambitieuse trame de hub. On peut passer à la slide suivante, qui couvrira ce territoire composite. Des hubs, c'est quoi? C'est des points de vie qui ambitionnent de répondre à la question, et là on va passer les slides, tu peux passer les slides d'après, après encore, après on reviendra sur ces slides, et après encore. Voilà. Cette question, c'est celle qui est surlignée en bas, elle a été posée par le patron de l'agence d'Urba de Bordeaux dans une tribune en janvier de l'année dernière, au moment des Gilets jaunes. Et lui, ce qu'il disait, c'est que la question à laquelle il fallait répondre pour les Gilets jaunes, mais ça vaut pour tout le monde, c'est où, quand, comment, en quel lieu, à quel moment de la journée, avec quels moyens de déplacement ou de contact puis-je pratiquer les activités qui font mon quotidien. Donc là, c'est toute la question des proximités, c'est toute la question croisée avec celle des accessibilités. On peut revenir en arrière sur, voilà, encore, voilà. Donc, non, celle d'après. Donc, là, on voit les hubs. Les hubs, ce sont des lieux qui vont offrir un certain nombre de fonctionnalités. Ces lieux, ils vont mailler le territoire. En fait, aujourd'hui, il y avait une centaine qui est prévue au départ. Le mouvement est amorcé depuis le mois d'octobre de l'année dernière, donc il y a 1 an maintenant. Il y en a un certain nombre d'unités qui aujourd'hui sont expérimentées de sorte à mieux calibrer leur généralisation. Le premier point qui est attendu de ce hub, pour revenir à l'acception initiale du hub, celle du transport, c'est soulager la pratique automobile soliste, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent se rabattre sur ces hubs. Ils y viennent en marche, ils y viennent en vélo, ils y viennent en voiture et ils continuent par un autre mode, une navette, un bus, un regroupement automobile, un covoiturage, un train, etc. Mais l'idée là, c'est de favoriser une économie générale du transport. C'est le premier point, c'est le plus important, c'est celui pour lequel il a été imaginé à l'origine. Et derrière, il va y avoir toute une série d'autres ressources qui seront prodiguées et qui vont permettre, et là, ça dépendra des configurations territoriales, ça dépendra des attentes des habitants, ça dépendra des possibilités, mais si on peut là rabattre un certain nombre de ressources qui ont déserté ce territoire, qui peuvent être des petites épiceries, qui peuvent être héberger des associations, qui peuvent être accueillir la logistique de livraison de colis, la regrouper, toutes les formes de mutualisation, des Fab Labs, des espaces de coworking pour travailler, etc. Donc là, la palette est extrêmement grande et qui est en train d'être éprouvée. Et je pense que l'idée est assez intéressante puisque en fait, il ne s'agit pas d'un modèle unique, il s'agit là d'un support autour duquel chaque ville, chaque territoire, chaque bourg, chaque quartier va pouvoir en fait imprimer son propre hub et le dessiner à la manière de ce que les usagers attendent. Pour terminer sur cette illustration, on va avoir, donc là vous avez les financements que je vous laisse regarder, mais de façon assez intéressante, ils avaient imaginé dès le début, et là ça rejoint une certaine actualité, une maille cyclable de 500 km. Donc imaginez un tiers de votre territoire, mais sur lequel il y aurait 500 km de pistes cyclables qui vont relier
tous ces hubs, mais pas que relier ces hubs, bien évidemment, c'est aussi desservir mieux le territoire. Donc voilà cette illustration. Donc, je vais conclure là-dessus, si j'ai encore une minute pour conclure. Donc, il n'existe pas de solution universelle. Et sans prétendre épuiser les questions, mon propos suggère en fait un certain nombre de pistes. Donc, des outils de concertation entre les différentes échelles du pays et une formulation des rapports qui permettent de fondre ces dialogues, de fonder ces dialogues. Des outils d'action pour la revitalisation économique, mais ça, la revitalisation économique, on en parlera dans le dernier volet de ce séminaire. La nécessité de concevoir des lieux de proximité en commun et de partager avec les usagers leurs définitions, c'est ce que je viens de défendre avec l'illustration de GPSEO. La puissance d'attraction des proximités, mais la nécessité de repenser nos modèles en conséquence, notamment les dispositifs de transport et d'évitement des mobilités. Je pense que cette question, je l'ai suffisamment dit, mais elle est absolument extrêmement importante parce que pèse là-dessus aussi quelque chose de fondamental, c'est les injonctions environnementales. Je rappelle que nous sommes sous le coup d'une pénalité de la communauté européenne, et je pense que Aix-Marseille est dans la boucle, pour non-conformité avec nos engagements sur sur les questions donc de pollution et d'émissions carbone. Et je rappelle que le transport représente 30% de ces causes. Enfin, dernier point, les articulations nécessaires à imaginer entre les proximités et les mobilisations du à distance. Quand je dis à distance, c'est tout ce qui peut être développé. Le télétravail, j'ai parlé de téléconsultation, c'est la téléadministration, c'est le e-commerce qu'il faut aussi contingenter, organiser parce qu'il est une source de mobilité qui vient se surajouter à celle des mobilités des personnes. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette partie et je suis ouvert à d'éventuelles questions sur les propos que je viens de tenir. Merci beaucoup de votre intervention. Juste comme vous le proposez, s'il y a des réactions spontanées sur ce premier échange. Alors, c'est vrai que le format distanciel que nous avons ne facilite pas les échanges, mais… on peut les passer sur le chat aussi. Aussi, bien sûr. Mais si on a quelques interventions à l'oral, on prend volontiers. Vas-y. Oui, Jean-Luc Masque. Bon, j'ai bien écouté votre propos, je vous remercie. C'est très intéressant. Je voudrais rappeler quand même une phrase d'un auteur qui est mort en 1905, c'est Alphonse Allais, qui disait déjà « il faut faire les villes à la campagne ». On y revient, mais on se trouve dans des situations paradoxales. D'un côté, il y a une volonté de densité sur le PLU, mais ça s'oppose à un désir de campagne. On veut accroître la mobilité, mais en même temps, on va développer le télétravail. Si on développe le télétravail, le besoin de mobilité devrait, en principe, diminuer. La volonté d'aller à la campagne, c'est bien, mais ça suppose l'allongement des réseaux d'ordures ménagères, réseaux de transport en commun, réseaux d'eau usée, réseaux d'eau potable. Et de toute façon, le besoin de service des citadins va perdurer. Ils veulent aller à la campagne, mais ils veulent aussi les mêmes services qu'en ville. Or, on sait que la désertification des campagnes a conduit à une suppression des médecins, des bureaux de poste, et donc c'est bien la campagne, c'est calme, mais on n'a pas du tout les mêmes prestations qu'en ville, mais la demande sera d'avoir les mêmes prestations qu'en ville. Enfin, quand on est à la campagne, il ne faut pas se faire d'illusions. Pour aller acheter le journal, on l'a sur une tablette, mais pour aller faire des courses, il faut une voiture. Donc, ça va accroître les besoins de motorisation individuelle. Voilà, moi, ce que je crois, c'est qu'on veut une chose et son contraire.
Je veux bien qu'on essaie de trouver des solutions pour satisfaire tout ça. Ça me paraît très compliqué. Je crois que les gens prennent individuellement des options. Tout le monde ne peut pas prendre l'option de la campagne. Il y a des gens qui restent très citadins, qui veulent aller boire leur café au grillon pour les ex-soirs tous les matins. C'est un mode de vie. Et donc, c'est à chaque famille de faire ses choix. Peut-être deux ou trois mots pour répondre. Oui, en effet, vous avez tout à fait raison de souligner ces contradictions. Je l'ai dit moi-même, hein, c'est la ville sans la ville. Mais en même temps, il faut admettre, que tout le monde est devenu urbain, en tout cas dans les attentes qu'il a des services et des ressources. Donc ça fait partie des données du problème. Deux, s'il y a migration, je vois mal comment on pourra la contrarier, cette migration. Elle est engagée, il va bien falloir faire avec, donc il va bien falloir trouver des solutions. Je pense qu'il faut être peut-être un peu plus optimiste que vous ne l'êtes sur la question de ce que moi j'ai appelé le à distance. C'est bien évidemment le télétravail, mais c'est aussi toute une série d'autres ressources. On le voit par exemple sur la question des commerces. La question des commerces, alors pour l'instant, elle profite terriblement à Amazon, mais peut-être qu'il y a d'autres manières d'y répondre. Mais on voit que là, on a engagé quelque chose qui est sans retour possible, c'est-à-dire une part de plus en plus importante des achats qui vont être faits à distance, à condition d'arriver à trouver des logistiques pertinentes et qui respectent aussi nos contraintes nationales, et qu'on ne passe pas tous par les plateformes américaines, etc. Il n'empêche qu'il y a quelque chose là qui est à organiser et qui va supposer des logistiques. Quand j'ai parlé de hub, j'ai aussi parlé de la possibilité de mutualiser la logistique, de recueillir ensemble les colis, etc. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas partir perdant devant ces défis. Ces défis, ils sont là. On peut souligner leurs contradictions, mais il va bien falloir les assumer. C'est en ça que je trouve que l'expérimentation, ce n'est pas la seule, mais l'expérimentation qui a été faite par Grand Paris Seine-et-Oise ouvre des pistes intéressantes et peut-être va trouver des prolongements qui sont aujourd'hui inattendus. Bonjour à tous. Juste quelques réflexions. D'abord, merci pour la qualité du propos et de l'analyse. Et juste une remarque sur la structuration de notre territoire et donc sur la perspective de notre PLUI. En fait, on a un territoire qui est déjà très largement ville à la campagne. Si on regarde les villes moyennes et les villages du Pays d'Aix, ils satisfont pour beaucoup d'entre eux essentiellement, enfin, à l'essentiel des besoins des urbains et des citadins. Et on a essentiellement dans ces communes, et Jean-David ne me démentira pas, des gens qui sont des urbains ou des rurbains, en tout cas dans leur psychologie, dans leur fonctionnement quotidien, dans leur rapport au service public et dans leur manière de consommer régulièrement. Donc en fait, notre territoire, il a finalement peut-être un énorme atout d'adaptation parce qu'il est somme toute très peu dense, avec d'immenses espaces interstitiels qui ont été laissés à la nature et à l'agriculture, et on y reviendra. Des villes moyennes, parce qu'Aix reste quand même une grande ville moyenne, des villes plus petites, des petits villages et surtout des gros villages. Et tout ceci correspond sans doute et tout ceci n'est pas loin et bien connecté entre eux. Donc on a plutôt des atouts pour répondre, me semble-t-il, aux enjeux qui sont devant nous. Les questions qui me semblent, mais c'est peut-être la suite de ce webinaire qui y répondra, qui me semble par contre être vraiment sur la sellette, c'est des questions sans doute de notre manière, peut-être une question autour de l'agriculture et de la vie de ces terrains interstitiels, une question qui me paraît centrale sur notre mode d'urbanisme commercial. Et je pense qu'on assiste à la mort, mais dans un temps qui n'était pas prévu, et on est entre nous, il n'y a pas la presse, on peut le dire comme ça,
ça va peut-être faire hurler, mais je pense que les modèles plan de campagne ou grand vitrol sont des modèles qui sont condamnés et qui sont en train de mourir. Et ils vont mourir dans un pas de temps qu'on n'aurait pas imaginé possible. En quelques années, ils vont mourir. Et le mode commercial qui suit, Amazon ou Internet ne pourront pas répondre à tout, est une vraie interrogation, une vraie question. Et puis derrière, juste derrière, suit la question, et ça à Vitrolles, on y est là aussi très lourdement impacté, l'évolution de l'urbanisme économique en grande zone, comme il a été imaginé dans les années 60. Vitrolles en a une énorme. C'est peut-être aussi ce type d'urbanisme économique qui est en question pour l'avenir. Donc voilà, mais le premier sujet, le premier souci, il est immédiat, il est à très court terme. Et pour Vitrolles, moi je le vois venir très très vite, c'est la question de l'urbanisme économique. Voilà, c'était juste quelques réflexions, mais merci pour la qualité du propos. On va l'évoquer, ce sujet-là plus précisément dans le troisième temps, qui traitera plutôt des nouveaux modes de travail et de consommation. Tout à fait. Mais ça fait quand même le lien aussi avec ce que disait Bruno Marsloff à l'instant. Hein. La question des hubs de démobilité, c'est aussi comment recréer ces zones multifonctionnelles qui vont permettre à la fois de réduire les déplacements, de les organiser différemment autour d'un espace où on va pouvoir travailler, mais aussi autour d'espaces où on va pouvoir consommer, se divertir, enfin avoir toute une multitude de fonctions et le tout maillé par des transports en commun ou des pistes cyclables, des vélos. Enfin, c'est un modèle qui pourrait être intéressant à réfléchir, en tout cas, ça c'est sûr. Je propose qu'on passe à la deuxième table ronde. Tu introduis les chiffres clés pour permettre à M. Philippi d'intervenir.